Les élèves ont le choix, chaque fois, une fois par semaine, de participer à un temps, donc qui est un temps d'intériorité, qui n'est pas un choix entre une grasse matinée et un temps de prière, mais un choix équilibré. Le choix pour que chaque enfant trouve sa place, quelle que soit sa religion, dans cet univers catholique. Iman est musulmane et pour elle, chaque mardi, c'est lecture silencieuse. Ça ne me gêne pas. Chacun a sa religion et donc si eux ils pratiquent leur religion, ils partent à la prière et nous on part au profane, mais il n'y a pas de différence en fait. Pas de différence et surtout pas d'éducation à deux vitesses. Dans les couloirs, la trace de projets auxquels ont participé tous les 5e. La visite de l'Institut du monde arabe en 2007 ou encore le futur voyage à l'abbaye de Frigolet en Provence. Le fait religieux n'est pas discriminatoire mais bien fédérateur. Un esprit d'ouverture qui a décidé les parents d'Iman à la retirer du public l'an dernier pour la scolariser ici. On ne vous juge pas par rapport à ce que vous êtes, en fait, votre religion d'origine. On vous juge sur votre travail, votre qualité. Et là, Henri Matisse, je pense qu'elle a très très bien fait de regrouper toutes les religions et mettre les gens à l'aise pour le suivi de scolaire de leurs enfants. Et ça à eux de trancher. Ça ne veut pas dire quand on est dans un lycée catho qu'on va devenir catholique plus tard. L'établissement Henri Matisse ne fabrique pas de chrétiens, mais réussit l'intégration et le mélange de tous. Une réussite pour le quartier. Reste un degré de catholicité plutôt discret, une des voies possibles à l'heure où le rapport Attali et tout l'enseignement catholique reparlent de réinvestir la banlieue. Ce reportage au collège et lycée Henri Matisse de Montreuil-sous-Bois, réalisé par Guillaume Roubert. Véronique d'Introsgas, vous vouliez réagir tout à l'heure, juste avant le sujet. Oui, deux petites choses. Premièrement, je préfère vraiment entendre ce que Monseigneur disait tout à l'heure sur la nécessité que ce qui existe dans les établissements et ce qui peut-être est en sommeil surgisse plutôt qu'on puisse sous-entendre que c'est par le recrutement des familles qu'on fera des établissements catholiques. Donc c'était aussi pour ça qu'il y a eu quelquefois des interrogations vis-à-vis de la position de Monseigneur Catenoz, qui à un moment a posé la question du recrutement. Est-ce que on ferait des établissements catholiques avec des familles catholiques et des enfants catholiques et des enseignants catholiques. Donc ça, en tant qu'association de parents d'élèves, nous pensons que la force de l'enseignement catholique, c'est cette ouverture à toutes les familles, qu'elles soient d'origine sociale, culturelle et religieuse différente. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je trouve qu'on a été assez pessimiste aujourd'hui sur l'école, parce que nous avons tous, et notamment depuis la commission Tello, on a tous énormément travaillé pour faire bouger cette école, pour faire bouger l'institution, et qu'il y a des choses importantes qui sont... Ce que disait Monseigneur Bagnard tout à l'heure, il y a des... Voilà, le socle commun des compétences, la réforme de formation des maîtres, la réforme du bac professionnel, le fait que nos établissements catholiques, justement, nous puissions aller ouvrir aussi dans des zones d'éducation prioritaire. Tout ça, on travaille énormément tous ensemble pour ça, et je trouve que c'est quelque chose d'un peu plus positif. Je vous ai trouvé un peu négatif. Merci pour cette note positive. On n'est pas encore tout à fait à la fin. Un mot de Monsieur de la Barre et après le Père Bonnet. Oui, je voudrais réagir au reportage qu'on vient de voir à l'instant. D'abord pour dire que je dirais que la preuve est rapportée par ce reportage que l'enseignement catholique français, c'est d'abord un enseignement populaire. J'ai entendu tout à l'heure ce qui a été dit. On a tendance à voir l'enseignement catholique français uniquement à travers quelques fleurons. En particulier quand on est journaliste parisien, on a tendance à ne voir que ces établissements de centre-ville, qui sont des établissements dont on est fier. Mais pour autant, ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la chair de l'enseignement catholique. Madame qui habite Tourcoing sait ce qu'est l'enseignement catholique à Tourcoing. Ça n'est pas un enseignement catholique pour des privilégiés et pour des bourgeois. Si on va en Bretagne, si on va dans les Pays de Loire, on voit bien ce qu'est l'enseignement catholique français. C'est un enseignement catholique bien implanté dans la réalité sociale de ce pays. Et puis, le deuxième enseignement du reportage, c'est que même dans un quartier où les populations sont brassées sur le plan philosophique, religieux en particulier, la première annonce est possible. Et la première annonce, elle est faite.
Par la proposition d'un temps de prière pour ceux qui le veulent. Alors après, il faut savoir ce qu'on met dedans. Mais elle est faite. La difficulté que rencontrent beaucoup d'établissements catholiques, c'est la capacité d'aller au-delà sur le plan catéchétique. C'est-à-dire que, en fait, on a non seulement une hétérogénéité des élèves qui sont de toutes origines religieuses ou philosophiques, mais parmi les élèves dont les familles se réclament de la catholicité, il y a aussi un éventail absolument étonnant de situations. Entre l'enfant d'une famille qui se dit catholique mais qui n'est pas baptisée, un enfant qui est baptisé, confirmé, qui a fait sa première communion et qui est confirmé, il y a évidemment des situations très différentes. Et par conséquent, les propositions catéchétiques à faire ne peuvent qu'être extrêmement diversifiées. Et ma conviction, c'est que ce que l'on sait faire sur le plan disciplinaire, parce que la pédagogie est diversifiée, Madame Coffinier, dans nos établissements, eh bien, on peut le faire aussi sur le plan catéchétique. Et on peut l'inventer sur le plan catéchétique. Et on doit pouvoir avoir plusieurs propositions. C'est encore à inventer, pour partie du moins. On ne va pas vous laisser rentrer dans un débat à deux avec Madame Coffinier. Il y a le Père Bonnet qui voulait réagir. Oui, Paul Claudel disait que la tolérance, il y avait des maisons pour ça. Et moi, je voudrais qu'on bannisse ce terme quand il est utilisé pour tolérer des concepts ou des modes de fonctionnement de l'homme qui sont pervers. Voyez, autant on doit être tolérant vers les personnes, voyez, autant est, non, non. Tout le reste vient du malin. Et moi, je pense qu'il faut, au moins, dans ce soubassement de l'éducation qui est l'ordre naturel, être sûr, voyez, que notre anthropologie est défendue par l'ensemble du corps professoral et par le directeur d'établissement, et pas uniquement par la pastorale de l'établissement. Moi, je suis beaucoup plus sévère, d'ailleurs, pour les lycées, justement, entre guillemets, à haut recrutement d'élèves, que pour les lycées populaires ou les lycées professionnels, où je vois beaucoup de choses remarquables. Mais très souvent, dans des lycées d'enseignement général, où le niveau est très bon, alors, on tolère tout, et c'est là où on trouve des manuels de SVT à vomir, vraiment. Y compris quand j'étais à Rome, dans l'établissement catholique de Rome, rentrant dans la classe de mes terminales où je faisais de la catéchèse, je tombe sur le manuel de SVT, je commence à le parcourir, je bondis chez la mère supérieure en lui disant « Mais est-ce que vous avez vu avec quoi on éduque vos enfants ?» C'était innommable. C'était la pub pour la pilule du lendemain, pour la contraception, pour le préservatif, et j'allais dire l'IVG dans la foulée. Samuel, en tout cas, ce qu'on constate depuis maintenant 1h45, c'est qu'il y a matière à débat, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de propositions aussi. Moi, je note comme Madame D'Introsgas qu'il ne faudrait pas tirer un sentiment pessimiste de tout ce qu'on a entendu, parce que moi, ça me donne plutôt l'impression d'un foisonnement de possibilités, de choses existantes déjà. Alors, on est rentré dans les dernières minutes, dans la dernière ligne droite de cette émission. Je propose que, avant de redonner la parole à nos invités, on leur fasse une surprise. Voilà, on leur fasse une petite surprise. Au fond,